Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, les obsèques du pape François se tiendront samedi matin. Les fidèles s'apprêtent à lui rendre un hommage appuyé. Nous serons à Rome avec notre correspondant. En 10 ans de pontificat, le pape s'est rendu à 5 reprises en Afrique. Retour sur les temps forts de ses voyages dans le continent noir, notamment en RDC, plus grand pays d'Afrique, plus grand pays catholique d'Afrique. Vive émotion à Kinshasa. Et puis l'actualité, c'est aussi ce coup de tonnerre politique en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, radié des listes électorales. On vous explique tout. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Politique d'abord avec cette conférence de presse de l'opposant Thierno Alassane Sall qui dénonce le comportement du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Selon l'opposant, le Sénégal n'est pas sitôt sorti de l'ornière avec ce nouveau régime. Voici Thierno Alassane Sall. Plus d'industrie, même pas, on ne voit rien pousser, rien ne pousse, ni dans le domaine du béton, ni dans le domaine de l'agriculture, ni dans le domaine des industries, rien. Vous allez dans une ville comme Thiès, 500 000 habitants, il n'y a plus d'industrie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de pêche. 500 000 habitants qui vivent de l'informel. Ça, c'est quelque chose qui doit inquiéter ceux qui nous gouvernent. Parce qu'il y a autant de personnes qui constituent, si on ne leur donne pas de l'emploi, une bombe potentielle. Le Premier ministre, quand il vient de l'Assemblée, cette tribune où si Cheikh Anta Diop, qui semble être leur référence, était, il nous ferait rêver. Il nous parlerait peut-être de comment on doit faire en sorte pour rivaliser avec les Européens sur l'intelligence artificielle. Comment on va faire des drones. Comment on doit faire en sorte pour atteindre notre autosuffisance. Comment on doit faire en sorte pour être la clinique de l'Afrique de l'Ouest ou l'usine de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'aurait dit Cheikh Anta Diop. Vous imaginez Cheikh Anta Diop parler comme Idi Amin Dada. Vous imaginez Cheikh Anta Diop ou Mamadou Dia parler comme Idi Amin Dada. Or, le Premier ministre, lors de ça, non content de dire, comme Idi Amin Dada, que dans ce pays, on garantit la liberté d'expression, mais on ne garantit pas la liberté après l'expression. Est-ce que Idi Amin Dada est un modèle pour ce Sénégal? Est-ce que nous, avec tout notre passé, nous pouvons dire que les problèmes, une autorité devant l'Assemblée nationale doit pouvoir dire qu'on doit régler nos problèmes à coups de poing et non aller... Et puis justice, retenez que l'agence judiciaire de l'État s'est opposée à la demande de liberté provisoire accompagnée d'une caution par Farba Ngom. Et puis concernant la lenteur des dossiers au PJF, un spécialiste de la politique pénale estime qu'il faut renforcer la magistrature. C'est un reportage de Pafarnik. Le pôle judiciaire financier, un espoir des nouvelles autorités pour réussir la reddition des comptes. Cette juridiction qui remplace la Cour de répression de l'enrichissement illicite traite plusieurs infractions et statuts, semble plus répondre au respect des principes de droit. Il a créé, après bon, ça a été critiqué par des juristes, etc. Bon, ça, on a pris quelques-uns et ça continue. Macky Sall l'a réveillé, bon. Évidemment, la juridiction était toujours là, donc il n'y avait pas besoin de dire qu'il l'a réveillé. Au lieu de dire lutter contre l'enrichissement illicite, parce que le terme me paraît tellement vague et un fourre-tout, il veut mieux simplement avoir la preuve qu'un tel a détourné, il y a eu des malversations à tel endroit, et sanctionner cela plus. Sur le plan théorique, indiscutablement, le pôle judiciaire financier constitue une avancée par rapport à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. À titre d'exemple, je dirais tout d'abord que au niveau du pôle judiciaire et financier, cette juridiction statue à charge d'appel, alors que la Cour de répression de l'enrichissement illicite statuait en premier et dernier ressort. L'assiette des infractions est élargie pour le pôle judiciaire financier. Il peut aussi traiter l'enrichissement illicite selon les spécialistes en droit pénal. Autrement dit, le pôle judiciaire
et financier traite de plusieurs infractions. Fàttali nag ni li ñu wax délit d'enrichissement illicite ba tey mu ngi fi te normalement pôle judiciaire financier mooy saytu loolu. Avec ces nombreux dossiers, cela peut affecter le bon fonctionnement de la juridiction si le pôle n'est pas renforcé avec une bonne formation des magistrats. En matière de prévarication financière, bon, les gens ont tellement de recettes, de manières de faire, etc., des astuces, et c'est pas évident tout de suite que n'importe qui puisse les trouver. Même si le magistrat a été très bien formé côté droit et tout, il y a des aspects de tricherie qui sont dans le monde aujourd'hui, et ça va encore devenir plus fort avec cette histoire d'intelligence artificielle. Il y a que vraiment, en fait, on est toujours obligé, quel que soit le corps, quelle que soit la profession, de toujours encore renforcer la formation, de se toujours mettre à jour. Il faut songer également au recrutement de magistrats, etc. Puisque si le personnel qui doit traiter ces dossiers n'est pas suffisant, ça risque de ralentir quelque peu les procédures. Ces experts estiment que les nombreux dossiers sur la table du pôle judiciaire financier n'entravent pas le bon fonctionnement de cette nouvelle juridiction pour une meilleure reddition des comptes. Il a mis son séjour carcéral à profit pour écrire son ouvrage intitulé « Témoignage d'un militant de la justice et de la démocratie ». Dembo Sakho, l'homme avait été arrêté le 17 février dernier. Voyons tout cela avec Ibrahim Akan. Devant cette auguste assemblée, Dembo Sakho présente son nouveau livre, Témoignage d'un militant de la justice et de la démocratie. Un ouvrage que l'auteur a écrit durant son séjour carcéral de 14 mois. J'ai fait 14 mois en prison à Rebeuss. Alors, pendant tout ce temps-là, je ne voulais pas que ce temps me soit nul. Donc j'ai profité de mon incarcération pour écrire ce livre. Ensuite, expliquer un peu mon histoire politique jusqu'à ma sortie, à ma libération. Dans le livre, l'auteur aborde plusieurs sujets sur lesquels il tente d'apporter des solutions. Entre autres, le système électoral. Pour Dembo Sakho, le Sénégal devrait songer à coupler les différents scrutins. J'ai abordé quand même des solutions de réforme du code électoral qui sont liées aux élections, aux différentes élections qui se passent au Sénégal. Parce que j'ai constaté que chaque fois en un mandat, il se passe 3 élections différentes au Sénégal. Alors j'ai proposé qu'on peut synchroniser les 3 élections, c'est-à-dire en un scrutin, on peut élire un président de la République, les députés, les maires et les conseillers municipaux. La réinsertion des détenus, mais aussi la digitalisation des transactions financières et commerciales sont également abordées par l'auteur dans l'ouvrage. Un livre qui renseigne également sur la vie politique de Dembo Sakho. Le président italien Sergio Mattarella est venu rendre hommage au pape François dans la chapelle de la maison Sainte-Mars. 5 jours de deuil ont débuté en Italie. Les obsèques du pape François se tiendront samedi matin. Augustin Faye. Le rite de la constatation de la mort du pape François a eu lieu le lundi soir dans la chapelle sobre de sa résidence Sainte-Marthe, où il a longtemps choisi de vivre dans la simplicité. Les premières images diffusées montrent un homme en paix, entouré d'une modestie qui a toujours caractérisé son pontificat. Intime à la lueur des cierges, où cardinaux et proches collaborateurs se sont recueillis devant sa dépouille, désormais allongée dans un cercueil de bois clair. Sa dépouille sera sur ce lieu jusqu'à mercredi, veillée par la prière silencieuse de ceux qui l'ont servi. Puis, selon la tradition, une procession solennelle la conduira à la basilique Saint-Pierre. Là, près de l'autel majeur, des milliers de fidèles viendront lui rendre un dernier hommage, un ultime dialogue entre un pasteur et son peuple, dans l'écrin de marbre où il a officié tant de messes appelant à la fraternité et à l'attention envers les plus fragiles.
Ces funérailles fixées au samedi 26 avril à 10h rassembleront dignitaires religieux et politiques, mais surtout ces périphéries qu'il chérissait. En ce jour, le Vatican deviendra le cœur battant d'une église en deuil. Dans son testament rédigé en 2022, le pape François avait exprimé le souhait d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans une sépulture simple, sans décoration, portant uniquement son nom en latin Franciscus. Le décès du pape François ouvre désormais la période de sede vacante ou siège vacant, durant laquelle le collège des cardinaux se réunira pour élire son successeur. Le conclave devrait débuter après les funérailles, entre le 6 et le 10 mai. Alors que son cercueil s'apprête à traverser la place Saint-Pierre demain pour la dernière fois, porté par les prières d'un peuple en communion, une certitude persiste. François n'appartenait pas qu'au Vatican, il était le pape des ruelles froides, des migrants en danger, des cœurs brisés. Ces funérailles samedi ne seront pas un adieu, mais un passage de témoin, car son évangile de miséricorde, semé dans le sillon des fractures du monde, continue de germer. Le pape François qui s'est rendu à 5 reprises en Afrique, retour sur les temps forts de ses voyages dans le continent noir d'Issa-Préra. Le premier voyage du pape François en Afrique, le souverain pontife l'avait consacré en Afrique de l'Est et du Centre. Et c'est le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine qui avaient l'honneur de le recevoir. À Bangui, le pape avait invité le peuple à laisser derrière lui les guerres, les divisions, la misère et à choisir la paix, la réconciliation et le développement. En 2017, c'est l'Égypte et le Maroc qui ont invité le religieux. Le pape est arrivé au Caire au moment où le pays de Al-Sisi faisait face à des conflits et souffrait gravement du terrorisme. En ce temps, la devise choisie pour le voyage était le pape de la paix dans une Égypte de paix. Dans le même sillage, le souverain pontife s'est rendu aussi au Maroc, toujours sur invitation du roi Mohamed VI. Le 4e voyage apostolique en terre africaine l'a mené au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice. Du 4 au 10 septembre 2019, le pape François a visité ces 3 pays d'Afrique du Sud-Est et de l'océan Indien en pèlerin de la paix et de l'espérance. Ensuite, le 5e et dernier déplacement du souverain pontife en terre africaine s'est déroulé en RD Congo et au Soudan du Sud. C'était la rencontre du pape avec les survivants des violences de l'Est du pays. Avec eux, avait-il déclaré « Je dis non à la violence, non à la résignation, oui à l'espérance et à la réconciliation ». Après Kinshasa, c'était au tour de Djouba. Ici, le pape François avait appelé à surmonter les conflits et à construire la paix. Tension dans le secteur du transport à Ziguinchor. Les transporteurs s'insurgent contre l'installation d'une société privée. Le bus de la société en question a même essuyé des jets de pierre. Voyons ce reportage de Boubacar Diassi. Un face-à-face assez tendu entre les transporteurs de la gare routière de Ziguinchor et la police ici au quartier Kenya. Les transporteurs ont bloqué ce bus appartenant à la société privée de transport en commun Mashallah Transport, l'accusant de concurrence déloyale. Lorsqu'on a entendu cette information, nous sommes désolés. Et en tant que tutelle, en tant que la gare routière qui gère le transport interurbain dans la région, nous n'avons pas été informés. Ça c'est un. Nous n'en disconviens pas. La gare routière, elle est permise aux Sénégalais. Elle est permise à toute personne qui veut faire une gare routière privée. Mais d'abord, il faut remplir le cahier de charge que la gare routière privée. Mais si tu ne remplis pas les conditions, nous n'allons pas laisser faire. Le directeur général de la société en cause répond à ces accusations. Nous pensons qu'il n'y a pas de concurrence déloyale. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, les bus qu'ils parlent, donc on n'a pas les mêmes catégories de bus. Nous n'avons pas les mêmes catégories de bus, donc, et nous n'avons pas fixé le même prix que ces bus-là. Donc on est un peu plus cher que ces bus, donc on ne peut pas nous parler de concurrence déloyale. L'autre chose, nous n'avons pas le même modèle d'exploitation. À la gare routière, le modèle d'exploitation, c'est le rang. Donc vous venez, le bus, quand c'est plein, il part. Quand c'est pas plein, donc vous pouvez passer toute la journée là-bas. Nous, le bus départ 7 heures, même s'il y a un client, le bus prend départ. Les transporteurs décident de ne pas s'acquitter de la taxe municipale. On ne paiera pas de taxe municipale jusqu'à nouvel ordre. Parce que déjà,
on a commencé. Ils vont reprendre la gare routière, éclairer la gare routière, sinon nous ne voudrons plus payer des taxes municipales. Quant au DG de l'entreprise indexée, il annonce une action en justice. Nous allons donner une suite judiciaire à cette situation. Et la chose qu'il faut retenir, les chauffeurs de la gare routière ne peuvent pas nous empêcher d'exploiter à Ziguinchor ou ailleurs. Des arrestations ont lieu lors de cet incident. Parlons de la situation économique. Le réseau national des entrepreneurs du Sénégal prône la tenue des assises de l'économie. Voici le président Mamadou Thiam avec Alassane Ba. Nous sommes les acteurs de l'économie de ce pays. On a constaté que l'économie est vraiment en arrêt. Tout est en arrêt dans ce pays. Tous ceux qui nous appellent nous disent la même chose. Donc notre solution, c'est de faire des assises de l'économie de ce pays. Il faut qu'on fasse ces assises. Donc on n'a pas besoin des assises de politiciens ni autre chose. Parce que ce pays-là n'appartient pas aux politiciens. Ça nous appartient nous tous. Nous sommes tous des Sénégalais. Nos factures d'électricité ne nous attendent pas. Les enfants vont à l'école. Il faut qu'on mange dans les maisons. Les Sénégalais doivent vivre normalement. Mais maintenant, actuellement, tu sens que vraiment, c'est difficile dans un pays comme le Sénégal où il y a la solidarité et tout ça. Mais maintenant, actuellement, tu ne peux même pas aider certaines personnes parce que tout le monde est là, les moyens font de quoi. Actuellement, moi, ce que je conseille aux nouvelles autorités, c'est de faire des assises nationales et internationales de l'économie. L'économie de ce pays est à terre, il faut qu'on le dise. Nous les appelons, nous les sollicitons pour qu'on fasse des assises nationales ou internationales. Moi, je dis internationales, parce que les Sénégalais sont partout. Et puis le monde est maintenant partout. Donc, il y a des partenaires. Donc, il faut qu'on fasse des assises nationales de l'économie et internationale. L'actualité, c'est aussi ce coup de tonnerre politique en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, président du PDCI et candidat à la présidentielle d'octobre 2025, radié de la liste électorale par la justice. Selon l'un de ses avocats, la présidente du tribunal a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française en 1987. Et donc, elle a fait droit aux demandes des requérants et a ordonné la radiation du président Tidjane Thiam de la liste électorale, a expliqué Maître Ange Rodrigue Dadjé. Un mot de sport, le roi des arènes Modulo de l'école de lutte Rock Énergie et les lutteurs des Parcelles Assainies ont reçu la visite de l'ambassadrice de la France au Sénégal. Une séance d'entraînement bien particulière, cher Sadibou Diarra. La lutte sénégalaise, un centre d'intérêt pour la France. Son ambassadrice s'est déplacée au lieu d'entraînement du roi des arènes Modulo et ses acolytes. Ma connaissance de la lutte ne tient qu'à 18 mois, mais ce que je constate, et comme l'a dit aussi Ninch, c'est que non seulement c'est du sport, mais c'est aussi une vie sociale, c'est aussi un quartier. C'est des gens qui vont de l'avant ensemble, un travail d'équipe, et ça correspond tout à fait à notre vision en fait de la relation et des relations avec la société. C'est-à-dire ce ne sont pas seulement des gens qui pensent qu'à eux, à leur pouvoir, à leur carrière, ce sont des gens qui vont avec les autres, qui avancent avec les autres et qui rendent aux autres ce qu'on leur a donné. Et c'est ça qui est très important. Je suis la lutte, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre au stade. Et le roi des arènes m'a invité à son prochain combat, donc je compte bien et les équipes derrière ont intérêt à se préparer parce que j'y compte bien y aller. Une attirance qui peut être bénéfique pour la lutte et ses pratiquants. Nous devons donner plus de respect à la lutte sénégalaise qui allie sport et culture. Si nous lui donnons la considération qu'elle mérite, elle peut intéresser tous les pays du monde et donner plus de valeur aux lutteurs. Cette visite peut engendrer beaucoup de choses et occasionner des échanges. Nous les lutteurs, nous allons nous préparer en France. Et nous profitons de cette opportunité pour réclamer plus de facilité dans l'obtention du visa. Nous voyons qu'elle aime le sport sénégalais. Une occasion de magnifier et de consolider la coopération entre Dakar et Paris sur le plan sportif. On va travailler avec ça pour que les lutteurs sénégalais puissent circuler, pouvoir faire des combats où ils le souhaitent
en tout cas en France, pour ce qui concerne l'espace Schengen. Le sport est un excellent vecteur de dialogue et d'échange avec la jeunesse. Comme vous le savez, nous travaillons avec les autorités sénégalaises sur la réhabilitation des établissements sportifs pour les JOJ, donc la piscine et le stade, mais aussi sur des équipements de proximité. Donc c'est vraiment un vecteur de dialogue et de prise en considération de la jeunesse, qui est en complément de tout ce qu'on fait s'agissant de la jeunesse sur la formation professionnelle, les arts, les ICC, ce qu'on appelle les industries créatives et culturelles. Donc pour nous, c'est aussi un autre vecteur de dialogue avec la jeunesse sénégalaise à travers ces grands champions. Modou Lo, un roi des arènes, qui joue bien sa partition dans le rayonnement de la lutte sur le plan national et international, en atteste la visite de Christiane Fage, l'ambassadrice de la France. Séance d'entraînement dirigée par l'excellent coach, le professeur Mamadou Ngom. Athlétisme à présent, le meeting international de Kaolack, une belle réussite sur tous les plans selon Elhadj Baratiam, son vice-président, avec Cheikh Sadibou Diarra. Pas moins de 200 athlètes donc, qui ont participé aux différentes épreuves de la journée. Les officiels techniques aussi donc, se sont bien illustrés en assurant des résultats fiables et des records personnels ont été battus. Donc le coût de la technique et que le timing qui avait été prévu dans le programme horaire a été très bien respecté à la minute près. Dans la politique de décentralisation des grandes compétitions dans les régions, donc qui va nécessairement impacter sur le plan de la visibilité, mais aussi cela va donner une occasion en or aux athlètes locaux de se frotter au meilleur, ce qui va engendrer ainsi une certaine émulation chez bon nombre de jeunes qui auront envie d'intégrer la discipline et ce qui déteindra aussi forcément sur la massification qui est un pilier essentiel dans le devenir de l'athlétisme. D'autant plus que la détection est toujours en cours et que l'on continue vraiment à sillonner les régions du Sénégal pour détecter la perle rare. Viet-Vo-Dao, les dirigeants veulent réviser les techniques et harmoniser le niveau de tous les combattants en vue du tournoi national. C'est un reportage de Cheikh Sadibou Diarra que nous retrouvons. Le tournoi national et spécial armes de l'Union sénégalaise de Vovinam Viet-Vo-Dao, organisé sous peu. Les combattants engagés ont droit à une série de stages pour la révision des techniques et une mise à niveau. Ce tournoi vise à faire connaître la panoplie des armes, la richesse en armes du Vovinam Viet-Vo-Dao, toujours dans la voie d'être fidèle à l'idéal du Viet-Vo-Dao et être dévoué à sa cause. L'optique est de promouvoir cet art martial qui peut beaucoup jouer dans la formation de l'homme. Donc la formation, l'initiation à la base pour les enfants, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, la mémorisation, la capacité à se défendre. Beaucoup de facultés sont mises en place. L'objectif de ce tournoi, c'est toujours de réunir la famille du Vovinam Viet-Vo-Dao pour une fête familiale et une révision globale des techniques d'armes. Donc qui était un peu, selon moi, laissé en rade à cause des compétitions qui sont plus axées sur les techniques corporelles. On aura une technique unifiée que tout le monde pourra prendre comme technique de base pour participer à cette compétition. Des combattants déterminés pour un beau spectacle en perspective. Le niveau, c'est acceptable. Donc il faut revoir certains, comme dans toutes les compétitions, il faut se préparer, revoir les techniques. S'il y a des modifications, il faut montrer voilà, par rapport au règlement d'arbitrage, tout ça. C'est agréable à voir les armes blanches, surtout que même les sympathisants, les non-pratiquants d'arts martiaux, c'est impressionnant quand même. Donc on invite tout le monde, il y aura les bâtons, il y aura les armes, le nunchako, le sabre, donc c'est spécial. Voilà, on invite tout le monde d'y être pour... voilà. 2 autres stages de mise à niveau sont prévus au cours de ce mois de mai. L'objectif de l'Union sénégalaise de Vovinam Viet-Vo-Dao, garantir des compétitions qui vaudront le détour. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.